Elle s'est moquée de ma start-up à sa propre fête d'anniversaire, devant son patron. J'ai souri, je n'ai rien dit et je suis rentré chez moi. 8 semaines plus tard, je suis entré dans la salle de son conseil d'administration en tant que l'homme qui possédait tout ce sur quoi elle avait bâti son identité. Elle ne l'a pas vu venir. Personne ne l'a vu venir. Je m'appelle Paul Bravetoft. J'ai 46 ans et, depuis 19 ans, je suis marié à une femme que je considérais autrefois comme la personne la plus brillante et la plus déterminée que j'ai jamais rencontrée. Beverly Bravetoft, vice-présidente senior du développement produit mondial chez Lurie Beauty Group. Si vous avez déjà acheté une crème hydratante dans un grand magasin, il y a de fortes chances que son nom soit enfoui quelque part dans les crédits de l'entreprise. Moi, je suis un type de la tech, je l'ai toujours été. J'ai fondé ma société, Chain 5, il y a 7 ans, dans un garage aménagé à Nashville, Tennessee. Nous développons des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les PME industrielles. Ce n'est pas sexy, pas le genre de choses que l'on décrit dans un cocktail en voyant les gens se pencher avec intérêt, mais ça fonctionne. C'est évolutif. Et depuis 2 ans, les chiffres font des choses que j'ai cessé de prédire à voix haute. Beverly n'en a jamais fait grand cas. Elle était toujours agréable à ce sujet en public. Encourageante, même, de cette manière feinte, le genre de soutien qui s'accompagne d'un sourire et d'un sous-entendu. Elle avait son monde, dîner 5 étoiles, lancement de produits en Europe, salon de classe affaires et un profil LinkedIn qui ressemblait à une cérémonie de remise de prix. Mon monde à moi, c'était les revues trimestrielles de Pipeline et les débogages d'intégration tard dans la nuit. Elle avait pris l'habitude de considérer le fossé entre ces deux mondes comme la preuve qu'elle était le moteur de notre foyer. Je l'ai laissé le croire. C'était mon erreur, et je le savais. Mais j'avais un plan à plus long terme. La nuit où tout a changé, c'était sa fête d'anniversaire. Beverly l'avait organisée elle-même. Comme toujours. Un salon privé au Stonegate, dans le centre de Nashville, 40 invités, un pianiste venu d'Atlanta et un photographe tournant dans la pièce comme un satellite. Je portais un costume qui coûtait plus cher qu'elle ne le pensait. J'ai serré des mains, fait la conversation et bu de l'eau pétillante toute la nuit, car j'avais un appel à 6h30 le lendemain matin avec notre partenaire de distribution à Singapour. Son patron, Douglas Merritt, était là. Tout comme Kathleen Park, la vice-présidente qu'elle courtisait pour une proposition de coentreprise. Il y avait aussi une douzaine d'autres personnes dont Beverly collectionnait l'approbation comme d'autres collectionnent les timbres. C'est arrivé vers 21h. Beverly tenait une coupe de champagne et riait de quelque chose que Douglas avait dit quand elle s'est tournée et a fait un geste vers moi. Paul est un amour, a-t-elle dit assez fort pour que toute la table l'entende. Il dirige sa petite start-up toute mignonne. Ça ne paiera pas nos factures, mais bon, on le laisse rêver, n'est-ce pas? Elle a fait un clin d'œil à Douglas et m'a adressé ce sourire. Celui qu'elle pensait affectueux. Celui que j'avais appris à lire comme toute autre chose. Douglas a gloussé. Kathleen m'a fait un signe de tête poli. Quelques autres ont souri du bout des lèvres. J'ai levé mon verre d'eau pétillante et je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête une fois, comme un homme qui a entendu une blague pas drôle, mais qui ne vaut pas l'énergie de réagir. À l'intérieur, un déclic s'est produit. Pas de la colère, pas de l'humiliation. Quelque chose de plus froid et de plus utile que ces deux émotions. Sur le chemin du retour, Beverly a bavardé sur la soirée, qui était élégant, qui avait eu recours à la chirurgie, comment Kathleen avait complimenté ses boucles d'oreilles. Elle ne m'a pas posé une seule question. Je regardais les lumières de la ville défiler par la fenêtre et je pensais à un dossier qui se trouvait dans le tiroir du fond de mon bureau à la maison. Un dossier avec un nom écrit au crayon sur l'onglet, Raymond Pic. Je ne l'avais pas ouvert depuis près de 3 ans. Le temps que nous arrivions dans l'allée, j'avais déjà pris ma décision. J'ai dit à Beverly que j'avais des appels tôt le matin et j'ai disparu dans la chambre d'amis. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis à mon bureau dans le noir, j'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché les finances de Chain 5 et j'ai regardé les chiffres pendant un long moment. La rétention mensuelle était en hausse de 14%. 3 contrats d'entreprise avaient passé l'examen juridique. La trésorerie était plus solide que jamais. Puis j'ai ouvert le dossier et j'ai trouvé le numéro de Raymond Pic. J'ai écrit 2 mots dans un SMS et j'ai appuyé sur envoyer. On parle. Sa réponse est arrivée à 23h47, dis-moi où. Raymond Pic vivait dans une ferme près de Woodstock, dans le Vermont,
et n'avait pas exercé le droit depuis 4 ans. Mais l'homme qui a décroché le téléphone à 7h15 un mardi matin avait la voix de quelqu'un qui n'avait jamais cessé de penser comme un avocat. « On dirait que tu as passé une nuit blanche », a-t-il dit. « Presque, lui ai-je répondu. »« Alors ne perdons pas la matinée. Quand peux-tu être ici ? » J'ai réservé un vol pour Burlington le jeudi. J'ai dit à Beverly que j'avais un sommet de partenaires à Boston. Elle a hoché la tête derrière sa tasse de café et m'a demandé de rapporter de ce café torréfié français à mon retour. C'était là tout l'intérêt qu'elle portait à mes projets de voyage. Le trajet de Burlington à la maison de Raymond a duré 40 minutes à travers une campagne qui semblait sortie d'un calendrier. Je l'ai trouvé sur son porche avec un thermos et un bloc-notes, déjà en train d'écrire. Il avait 67 ans, était mince, portait des lunettes à monture métallique et dégageait cette sorte de calme qui vient de décennies passées dans des pièces où chaque mot a un coup. Nous nous sommes serrés la main. Il m'a versé du café. Nous nous sommes assis. « Dis-moi ce que tu as en tête », a-t-il dit. Je lui ai tendu une clé USB. Dessus, 18 mois de recherche que j'avais compilés discrètement. La structure d'entreprise de Lurie Beauty Group, son entité mère, les sociétés holding au-dessus, la dette à risque superposée sur l'ensemble de la pile. J'avais commencé à construire cela comme je construisais tout, systématiquement, sans annoncer ce que je faisais ni pourquoi. Raymond a branché la clé sur un vieil ordinateur portable, a fait défiler les informations sans parler pendant plusieurs minutes, puis s'est adossé. Parallax Capital, a-t-il dit finalement. Ils sont l'actionnaire majoritaire, 2 niveaux au-dessus. Surendetté, ai-je dit. Ils ont subi une perte importante sur une acquisition dans les énergies propres au Brésil il y a 18 mois. Dette à taux variable. Ils ont discrètement commencé à vendre des actifs. Raymond a hoché la tête lentement. Et Lurie est l'un d'eux. Pas encore, mais ils le seront. La question est de savoir si quelqu'un arrivera le premier avec une offre propre. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un de structuré correctement, ai-je dit. Rien qui porte mon nom. Raymond a posé son café et a croisé les mains. Il est resté silencieux un moment, de la manière dont il le devenait toujours lorsqu'il organisait un plan plutôt que d'envisager d'en faire un. C'était ça, avec Raymond. Il avait déjà pris sa décision avant que vous ne finissiez votre phrase. Il avait juste besoin de construire l'architecture. Il te faudrait une structure d'acquisition à plusieurs niveaux, a-t-il dit. Société en commandite, holding offshore, une identité d'acheteur propre, un cabinet d'avocats sans présence médiatique. Je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu m'aides à le construire. Il a souri. Un sourire petit, maîtrisé. Tu es sûr de toi. Elle s'est levée à sa propre fête d'anniversaire et a dit à son patron que mon entreprise était un petit hobby mignon qui ne paierait pas les factures, devant 40 personnes. J'ai fait une pause. Alors oui, Raymond, je suis sûr. Il a pris son bloc-notes et a commencé à écrire. Dans l'avion du retour, j'étais assis au dernier rang et je pensais à Victor Crane. Victor et moi avions lancé Chain 5 ensemble il y a 8 ans. 2 types avec une idée de produit dans un bureau partagé d'un espace de coworking près de Midtown. Beverly ne l'avait jamais aimé. Trop brut de décoffrage, disait-elle. Trop bruyant. Pas le genre de partenaire qui donne une bonne image. Elle avait fait connaître son opinion avec cette persistance silencieuse qu'elle utilisait quand elle voulait que quelque chose soit fait sans avoir l'air de l'exiger. La 3e année, j'ai racheté les parts de Victor et il est parti. J'ai laissé faire. C'était quelque chose que je portais en moi depuis. Victor était retombé sur ses pattes, et bien plus encore. Il avait pris son chèque, l'avait bien investi et dirigeait maintenant un fonds de capital risque de niche depuis Atlanta, avec la réputation de dénicher des pépites technologiques sous-évaluées sur le marché intermédiaire. Nous avions pris un café 2 fois l'année dernière. Aucun de nous n'avait mentionné Beverly. Aucun de nous n'en avait eu besoin. Je lui ai envoyé un SMS à 10 000 mètres d'altitude. J'ai quelque chose à te présenter. Pas au téléphone. Il a répondu en 11 minutes. Atlanta ou Nashville ? Nashville. La semaine prochaine. Marché conclu. De retour à la maison, j'ai déplacé ma base d'opération dans la chambre d'amis avec une efficacité silencieuse. Appels matinaux, nuit tardive, bruit de clavier, voilà ce que j'ai dit à Beverly. Elle a accepté l'explication sans ciller.
Et en 2 jours, elle a mentionné à quel point c'était agréable d'avoir le placard pour elle toute seule. J'ai noté cela, les classé avec tout le reste. Cette même semaine, j'ai trouvé Ethan Bowman. Il avait 27 ans, travaillait dans une petite entreprise d'analyse de données à Nashville, et son profil LinkedIn montrait 18 mois chez Lurie Beauty Group. Licencié, si l'on en croyait le trou dans son CV environ 2 ans plus tôt. J'avais entendu son nom par un contact dans l'industrie. Apparemment, Beverly l'avait renvoyé personnellement. Elle avait dit au RH qu'il manquait de « présence », qu'il n'avait pas l'étoffe d'un dirigeant. Je l'ai rencontré pour déjeuner dans un dîner sur Charlotte Avenue. Il a commandé un café noir et un sandwich et n'a pas fait de conversation. « Je sais qui vous êtes », a-t-il dit avant que je puisse commencer. Je me doutais que cette conversation finirait par avoir lieu. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» ai-je demandé. Ethan m'a regardé droit dans les yeux. Parce que je sais à quoi ressemble le riz de l'intérieur, et je sais à quoi ressemble quelqu'un qui est vraiment attentif de l'extérieur. Il a pris son café. Alors, de quoi avez-vous besoin? Je lui ai dit de finir son sandwich d'abord. Puis je lui ai tout raconté. Victor Crane est arrivé à notre réunion avec 15 minutes d'avance, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur son état d'esprit. Il était monté d'Atlanta dans un suburban de location, était entré dans le café de West End avec sa veste pliée sur un bras et avait commandé un café noir avant même que je ne sois assis. 49 ans, plus corpulent que dans mon souvenir, avec cette confiance tranquille qui vient du fait d'avoir eu raison sur quelque chose d'important et d'avoir été assez patient pour laisser le temps le prouver. Nous nous sommes serrés la main. Il a tenu la mienne une seconde de plus que nécessaire. « Tu as l'air d'un homme qui a un plan », a-t-il dit. « J'ai l'air d'un homme qui aurait dû t'appeler il y a 3 ans, ai-je répondu. Victor a balayé ça d'un geste de la main et s'est assis. Nous sommes là maintenant. Explique-moi tout. Je lui ai exposé le tableau complet. Le riz, Parallax Capital, l'exposition à la dette, l'implication de Raymond, la structure écran que nous étions en train de construire. Victor a écouté comme il l'avait toujours fait, sans interrompre, une main autour de son café, le regard fixe. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. « De quoi as-tu besoin de moi ?» a-t-il demandé. « Participation au capital et connexion », ai-je dit. « Tu as des relations avec 2 des fonds de portefeuille en difficulté qui détiennent la dette de Parallax. J'ai besoin d'introductions, des introductions discrètes. » À quel point discrètes? Rien de traçable jusqu'à Chen 5 ou à moi personnellement. L'identité de l'acheteur doit rester propre jusqu'à la clôture. Victor a hoché la tête lentement. Je peux faire ça, mais je veux être clair sur quelque chose d'abord. Il s'est penché en avant. Il ne s'agit pas de ta femme. Je l'ai regardé. Je dis ça en tant que principe de gestion, a-t-il précisé. Dès que cela devient personnel, la structure devient émotionnelle. Les structures émotionnelles ont des fuites. Donc, quoi qu'elle ait fait, et je peux l'imaginer où ça reste en dehors de cette pièce. D'accord. D'accord, ai-je dit. Et je le pensais, parce qu'il avait raison. C'était ça, avec Victor. Il avait toujours eu raison. Pendant ce temps, Ethan Bowman avait commencé à livrer. Le gamin était méthodique d'une manière qui allait au-delà de la formation. C'était presque architectural, la façon dont il organisait l'information. 10 jours après notre déjeuner, il a produit une analyse interne de 40 pages de la structure de la société mère de Lurie, avec des cartes des filiales, des contrats de fournisseurs historiques et une ventilation détaillée des accords de licence qui contenaient les clauses les plus exploitables. Il en a signalé une en particulier, un ancien accord d'exclusivité avec un distributeur de parfums européen qui interdisait les accords de licence avec des tiers dans la région Asie-Pacifique sans le consentement écrit de la partie initiale. La clause avait été rédigée il y a 7 ans et largement oubliée, enfouie dans un renouvellement de contrat que l'équipe juridique de Beverly avait approuvé sans examen approfondi. Elle est sur le point de bouger sur les marchés asiatiques, m'a expliqué Ethan en me présentant son analyse. Ses projections pour le 3e trimestre circulent en interne depuis des semaines. Elle subit des pressions pour montrer des chiffres de croissance à l'international. Et quand elle le fera, ai-je demandé. Elle déclenchera cette clause sans s'en rendre compte. Surtout si la bonne opportunité se présente à elle au bon moment. J'ai regardé Ethan de l'autre côté de la table. 27 ans, calme comme une eau dormante, mangeant un sandwich comme si nous discutions de la météo.
Tu as dit que Beverly t'avait renvoyé personnellement. C'est exact. Ça t'a mis en colère? Ethan y a réfléchi une seconde. Ça m'a rendu précis, a-t-il dit. La colère gaspille de l'énergie. La précision obtient des résultats. J'ai décidé à ce moment-là qu'il était la meilleure recrue que j'avais faite depuis des années. La pièce qui complétait le puzzle était James Wan. James et moi remontions à la toute première version de Chen 5, avant même qu'elle n'ait un nom, quand ce n'était qu'un concept de produit que je présentais à quiconque restait assis assez longtemps. Il dirigeait à l'époque une opération de distribution électronique de taille moyenne depuis Shenzhen, et il avait tenté sa chance avec un projet pilote de 3 mois quand personne d'autre ne voulait le faire. Nous étions restés proches. Il m'appelait tous les quelques mois, toujours direct, toujours bref, toujours avec quelque chose qui valait la peine d'être entendu. Je l'ai appelé un dimanche soir, heure de Nashville. C'était lundi matin pour lui. Tu appelles pour quelque chose de sérieux, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai besoin d'une faveur qui ressemble à une opportunité d'affaires, ai-je dit. Une approche de licence, distribution de parfums, Asie-Pacifique, structurée pour paraître attrayante pour une entreprise avide de chiffres régionaux. Silence un instant. Quelle est l'entreprise? Je lui ai dit. Un autre silence. Puis, l'employeur de ta femme. Oui. Et le contrat aura des problèmes. Des problèmes soigneusement construits, ai-je dit. James est resté silencieux pendant 5 bonnes secondes. Puis il a dit, tu sais quoi? Je te dois bien ça. Envoie-moi le cadre. Je l'examinerai d'ici mercredi. Cette même semaine, Beverly est partie pour un sommet de produits de 3 jours à Paris. Elle m'a envoyé une photo depuis le salon de l'aéroport. Champagne, grand sourire, légende, j'aimerais que tu sois là, chérie. J'ai répondu avec un emoji pouce levé et je suis retourné au document du cadre d'acquisition ouvert sur mon ordinateur portable sécurisé. Le jeudi, Parallax Capital avait reçu une lettre d'intention discrète et non contraignante d'une entité fintech enregistrée à Zurich dont il aurait fallu 3 semaines à un expert comptable pour démêler la véritable propriété. Ils ont répondu en 48 heures. Ils étaient intéressés. Je veux vous dire quelque chose sur la création d'une société écran. Les gens pensent que c'est dramatique. Réunions secrètes, mallettes, comptes offshore au nom suspect. La réalité est presque ennuyeuse. C'est de la paperasse. Une paperasse précise, superposée, séquentielle, exécutée par des professionnels qui l'ont fait 500 fois et n'ont aucun investissement émotionnel dans tout cela. C'est exactement ce qui la rend efficace. Raymond m'avait mis en contact avec un cabinet d'avocats du Delaware. 3 associés fondateurs, aucune présence médiatique, une liste de clients qui se lisait comme un bottin mondain de personnes qui comprenaient la valeur de la discrétion. En 3 semaines, ils avaient établi une société en commandite aux Caïmans, 2 structures de holding à Chypre et une entité acheteuse qui se présentait au monde extérieur comme un groupe de conseil fintech de Zurich appelé Ardenville Partners. Personne chez Lery ou Parallax Capital n'avait entendu parler d'Ardenville Partners. C'était le but. Pendant que la structure était assemblée, j'ai maintenu ma vie personnelle parfaitement calibrée. Je suis allé au dîner des anciens de l'équipe de cross de Ryan à Vanderbilt et je me suis assis dans les gradins à discuter avec d'autres parents. J'ai assisté au pot de fin d'année de l'entreprise de Beverly en tant que son +1, j'ai serré la main de Douglas Merritt et j'ai souri au bon moment. Je préparais le dîner 2 fois par semaine et lui laissais son café prêt le matin. Beverly, de son côté, était d'une humeur particulièrement bonne ce mois-là. Elle avait été sélectionnée pour faire une présentation à un sommet européen des marques à Genève, et l'invitation était arrivée sur un papier à en-tête officiel qu'elle avait photographié et posté sur LinkedIn avec la légende. Honorée de représenter l'avenir de la beauté mondiale. 47 personnes avaient aimé. J'étais l'une d'elles. Ryan m'a appelé cette semaine-là depuis Nashville. Il révisait pour ses partiels, a-t-il dit, mais il avait vu le poste de sa mère. Elle a l'air super motivée, a-t-il dit. Elle l'est toujours quand le calendrier a l'air bon, lui ai-je répondu. Et l'entreprise, comment ça va, a demandé Ryan. Il demandait toujours des nouvelles de Chen 5 avec un intérêt sincère. Depuis ses 16 ans, quand je lui avais expliqué la logique du produit sur un tableau blanc dans le garage. Ça bouge, ai-je dit doucement. Le bon genre de doucement? Le meilleur, ai-je dit. Il a ri et m'a dit de l'appeler plus souvent. Je lui ai dit que je le ferais,
Et je le pensais. Pendant ce temps, Ardenville Partners avait fait exactement ce que fait un acheteur sérieux. Ils avaient commandé une due diligence discrète du portefeuille de Parallax Capital, établi leur crédibilité en prenant une petite position préliminaire dans l'une des holdings secondaires de Parallax, et soumis une lettre d'intention révisée. Cette fois avec une proposition de protocole d'accord jointe. Victor avait fait les introductions qu'il avait promises, propres et professionnelles, par l'intermédiaire d'un contact dans un fonds de créances en difficulté à New York, qui n'avait aucune idée que la piste menait à moi. Le conseil d'administration de Parallax communiquait avec les représentants légaux d'Ardenville. Personne dans cette chaîne ne connaissait mon nom. Mais voici ce que personne en dehors de notre cercle ne savait encore, Beverly avait mordu à l'hameçon. L'approche de James Wan avait été parfaitement mise en scène. Sa société de distribution, sous le nom d'une filiale, avait contacté l'équipe de développement Asie-Pacifique de l'ERI avec une proposition de licence qui ressemblait exactement au genre d'opportunité régionale rapide que Beverly cherchait pour ses chiffres du troisième trimestre. De bonnes marges, une infrastructure établie, un contrat d'apparence propre que l'équipe de Beverly a examiné en 72 heures parce qu'elle avait insisté pour aller vite. J'étais dans la chambre d'amis quand elle m'a envoyé un SMS. Viens de conclure un gros deal en Asie. Le T3 va être énorme. Ne m'attends pas. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone face contre le bureau. Les mots d'Ethan me sont revenus à l'esprit. Elle déclenchera cette clause sans s'en rendre compte. Elle avait activé 3 conditions de rupture distinctes, toutes simultanément, par une seule signature. L'analyse d'Ethan avait été exacte. L'erreur de licence n'était pas de la négligence de la part de Beverly. C'était la vitesse. Elle allait vite, prenait des raccourcis sur les examens et faisait confiance à son instinct, le croyant plus affûté que les petits caractères. Il ne l'était pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé et j'ai tapé une seule ligne à Raymond. Phase 2 active. Sa réponse a été immédiate. Compris. Notification prête. À toi de décider du moment. J'ai fermé l'ordinateur, suis allé à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et suis resté à la fenêtre, regardant le jardin sombre. La voiture de Beverly était dans l'allée. Les lumières du quartier s'éteignaient une par une. J'ai pensé à cette fête d'anniversaire. La coupe de champagne, le clin d'œil. Le petit rire poli de Douglas Merritt. Ça ne paiera pas nos factures, mais bon, on le laisse rêver. J'ai fini mon eau, rincé le verre et suis allé me coucher. Les notifications pouvaient attendre le lendemain matin. Beverly est rentrée de Genève un jeudi soir avec une valise à roulettes et cet éclat particulier que les voyages coûteux donnent aux gens qui croient l'avoir mérité. Elle a laissé son sac dans l'entrée, m'a embrassé sur la joue et a passé 45 minutes au téléphone avec son assistante avant même de s'asseoir pour dîner. J'avais fait des pâtes. Elle en a mangé la moitié et a parlé de Genève tout le temps. Qui avait fait une présentation, qui avait été impressionnant, à quoi ressemblait le lieu la nuit. Elle a mentionné Douglas Merritt 2 fois et Kathleen Park 3 fois. Elle n'a pas posé de questions sur ma semaine. J'ai rempli son verre d'eau, j'ai écouté et j'ai dit les bonnes choses au bon moment. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que plus tôt dans la journée, Raymond avait confirmé qu'Ardenville Partners était maintenant en négociation formelle avec Parallax Capital. La structure tenait, l'identité de l'acheteur était propre, et Ethan venait de livrer une deuxième analyse. Celle-ci portait sur les schémas de communication interne chez l'ERI. Plus précisément, la vitesse à laquelle la division de Beverly approuvait les contrats de fournisseurs. Rapide, toujours rapide. La vitesse était sa marque, sa signature, son identité concurrentielle. Il faut que vous compreniez quelque chose, m'avait dit Ethan lors de notre dernière réunion, étalant ses notes sur la table du dîner. Elle ne lit pas les contrats. Elle lit les résumés. Son assistante signale les termes commerciaux au prix, délai, territoire et Beverly prend la décision en moins de 20 minutes si les chiffres semblent bons. L'examen juridique est une formalité. Elle le traite comme un ralentisseur. Donc, le contrat de James, avais-je dit. Il arrivera exactement comme elle aime qu'ils arrivent, avait dit Ethan. Résumé propre, bon chiffre, opportunité régionale qui correspond à son récit du T3. Elle signera dans la semaine suivant sa réception. Il s'était trompé de 2 jours. Elle a signé en 5. Je l'ai appris par James un samedi matin. Il a envoyé un seul SMS. C'est fait. À toi de jouer. Cet après-midi-là,
Beverly était d'une humeur spectaculaire. Elle s'est versé un verre de vin à 14 heures, a mis de la musique dans la cuisine et m'a dit que son initiative d'expansion en Asie allait définir son évaluation de performance du T3. Elle parlait d'une promotion, non pas en spéculant, mais en l'affirmant. Elle a dit que Douglas le lui avait quasiment confirmé lors d'un dîner à Genève. Les choses bougent vraiment, a-t-elle dit en faisant tourner son verre. On dirait bien, ai-je répondu. J'étais au comptoir de la cuisine, en train de trier le courrier. L'une des enveloppes était un relevé du compte de courtage que j'avais découvert 3 mois plus tôt. Celui au seul nom de Beverly, celui que notre auditeur financier avait retracé à travers 4 ans de redirection discrète depuis nos comptes d'investissement communs. 41 000 $ déplacés par tranches assez petites pour éviter de déclencher un examen. J'ai mis le relevé dans un dossier que je gardais sous clé dans le tiroir de mon bureau. Mon avocate, Nora Val, avait été mise en copie des documents des 3 derniers mois. J'avais rencontré Nora par une recommandation en droit des sociétés 8 mois plus tôt. Avant que tout cela ne commence, quand je restructurais simplement les accords d'actionnariat de Chain 5. Elle avait 41 ans, était précise, avec une sorte de sang-froid qui mettait visiblement mal à l'aise les avocats adverses. Elle n'élevait pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle construisait ses arguments comme les ingénieurs construisent des structures porteuses. Chaque élément à la bonne place, rien de décoratif. Quand je l'ai mise au courant du tableau complet il y a 2 mois, elle avait écouté sans surprise et avait dit « Vous avez été minutieux ». J'ai eu le temps, avais-je répondu. La redirection financière seule est un motif suffisant, avait-elle dit. Mais combiné au contexte de l'acquisition et à la documentation sur les biens matrimoniaux, vous construisez quelque chose qui sera très difficile à contester. Beverly avait demandé le divorce il y a 3 semaines. Cette partie surprenait encore les gens quand je leur disais que c'était elle qui avait appuyé sur la gâchette. Elle était rentrée un mardi soir et avait annoncé, avec le calme de quelqu'un qui avait répété son discours, qu'elle sentait qu'ils avaient évolué dans des directions différentes et qu'elle pensait qu'il était temps de formaliser ce qui était déjà devenu évident. Elle avait déjà engagé un avocat. Elle m'a tendu une carte. Je l'ai prise, l'ai regardée et j'ai dit que je contacterais ma représentation. Elle a semblé légèrement surprise que je ne discute pas. Je pense qu'elle s'attendait à des larmes, de la colère ou au minimum une longue conversation. Elle s'était préparée à gagner. Au lieu de cela, j'ai posé la carte sur le comptoir, me suis versé un verre d'eau et lui ai demandé si elle voulait dîner. Ce qu'elle ne savait pas, ce que son avocat ne savait pas, c'est qu'elle avait engagé la procédure au milieu d'une acquisition d'entreprise dans laquelle son principal atout, sa carrière, ses actions, son identité professionnelle était sur le point d'être fondamentalement restructurée. Son avocat préparait un dossier de divorce standard pour au revenu. Nora préparait tout autre chose. Le timing, comme aimait à le dire Raymond, était tout. Le premier signe est apparu un lundi. Beverly est entrée dans la cuisine ce matin-là avec son téléphone dans une main et l'expression de quelqu'un qui vient de lire un email qui n'a pas de sens. Elle s'est versé un café, a relu l'écran et a posé le téléphone face contre le comptoir avec un peu plus de force que nécessaire. Tout va bien, ai-je demandé de derrière mon ordinateur portable. Des trucs internes, a-t-elle dit. Rien de grave. Elle est partie au bureau 20 minutes plus tard. J'ai attendu d'entendre sa voiture sortir de l'allée, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé et j'ai affiché le tableau de bord de notification que l'équipe de Raymond avait construit. Une vue claire et en temps réel des événements déclencheurs juridiques à mesure qu'ils se propageaient dans la structure de l'ERI. 3 notifications de rupture avaient été envoyées. 2 avaient été formellement reconnues par le conseil juridique de l'ERI. La 3e était en attente d'une demande d'examen au niveau du conseil d'administration de la part du partenaire de licence européen. La cascade se déroulait exactement comme Ethan l'avait prévu. Le mercredi de cette semaine-là, Beverly est rentrée distraite. Elle a dîné sans commenter la nourriture, a vérifié son téléphone 4 fois pendant le repas et a répondu à un appel à table qu'elle a pris sur la terrasse arrière. Je pouvais entendre des bribes à travers la porte vitrée, sa voix montant légèrement, puis baissant, puis ce ton plat et contrôlé qu'elle utilisait quand elle était en colère et la contenait. Elle est revenue et a dit que son directeur marketing gérait quelque chose de compliqué. Quelque chose que tu peux résoudre, ai-je demandé. Pas ce soir, a-t-elle dit. Et elle l'a dit de la manière dont les gens disent les choses quand ils veulent dire « jamais ». Le jeudi a apporté le mémo conjoint, une communication au niveau du conseil d'administration citant des « préoccupations matérielles de conformité »
et annonçant un gel temporaire des nouveaux contrats de fournisseurs en attente d'un examen juridique. Beverly m'a appelé du bureau à midi, la voix tendue. Quelqu'un manœuvre contre nous, a-t-elle dit. Je le sens. Ce n'est pas un hasard. Le timing est trop précis. Les points de pression sont trop spécifiques. Quelqu'un connaît notre structure interne. Ça pourrait être un concurrent, ai-je suggéré. Les concurrents ne savent pas quelle clause tirer, a-t-elle rétorqué. C'est chirurgical. Qui que ce soit, ils avaient des informations de l'intérieur. J'ai fait un bruit de sympathie et je lui ai dit de me tenir au courant. Ce soir-là, elle s'est assise en face de moi à table et a dit, pour la première fois de notre mariage, j'ai peur, Paul. Je ne sais pas qui est derrière tout ça. Je l'ai regardé. 19 ans de mariage, la fête d'anniversaire, la coupe de champagne, le clin d'œil. Tu trouveras, ai-je dit. Tu trouves toujours. Elle a hoché la tête, rassurée, et est retournée à son téléphone. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Don Harriman m'avait appelé 2 jours plus tôt. Don, son mentor de confiance au conseil d'administration, l'homme qui avait défendu sa carrière pendant une décennie, m'avait contacté par un intermédiaire avec un seul message, « Je veux que tu saches que je suis au courant de ce qui se passe. Je ne me mettrai pas en travers du chemin. » Don avait connu l'associé de mon père, avait suivi ma carrière à une distance prudente, avait compris dès le moment où Beverly nous avait présenté il y a 6 ans lors d'un événement d'entreprise exactement ce qui se construisait des deux côtés de ce mariage. Il était resté neutre tant que la situation était gérable. Maintenant que la situation avait changé, il avait choisi son camp. La carrière de Beverly lui avait donné un mentor. Ma patience m'en avait donné un aussi. La semaine s'est terminée avec le directeur financier de l'ERI demandant un examen financier d'urgence. Beverly l'a décrit au dîner du vendredi comme une « réaction excessive à des problèmes de conformité de routine ». Elle l'a dit avec conviction. J'ai hoché la tête et j'ai passé le pain. Derrière la porte de la chambre d'amis cette nuit-là, le message de Raymond attendait. Parallax a accepté les termes préliminaires. Fenêtre de clôture de 6 semaines. Je l'ai lu 2 fois, j'ai éteint la lampe et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Beverly a engagé un détective privé la 3e semaine d'octobre. Je l'ai appris par Nora, qui surveillait certains dépôts légaux par précaution et avait repéré une demande soumise à une agence de détectives agréée de Nashville au nom de Beverly. Le champ de l'enquête, d'après les documents d'admission que le contact de Nora avait obtenus, était axé sur mes activités commerciales, en particulier si Chain 5 avait des intérêts financiers non divulgués qui pourraient affecter le calcul des actifs du divorce. Je n'étais pas inquiet. J'étais presque impressionné. L'enquêteur, un détective à la retraite de la police de Nashville nommé Gary Hollis, a passé 8 jours sur la mission. Il a consulté les documents publics de Chain 5, a assisté à 2 événements où je devais prendre la parole, a photographié mon immeuble de bureau depuis un parking de l'autre côté de la rue et, à un moment donné, m'a suivi à un déjeuner avec Victor Crane à Brentwood. Victor avait repéré la filature immédiatement. Il n'avait rien dit, avait fini son repas et m'avait envoyé un SMS depuis le parking par la suite. Tu as une ombre. Camry grise, 2 rangées derrière. Il n'est pas très doué pour ça. Je l'ai remercié et j'en ai informé Raymond. Raymond avait ri. Ce rire sec et contrôlé d'un homme qui trouvait les plans incomplets des autres vraiment amusants. Elle a engagé quelqu'un pour trouver une chose qui ne porte pas le nom de son mari, a-t-il dit. Ça ne portera pas le nom de son mari. Hollis a remis son rapport à l'avocat de Beverly 10 jours plus tard. Sa conclusion, Paul Braftoft dirigeait une société de logiciels légitime avec des revenus récurrents solides et aucun intérêt offshore ou actif non divulgué identifié. Profil standard de fondateur à succès, rien d'exploitable. Beverly m'a appelé après l'avoir lu. Je pouvais entendre la frustration spécifique de quelqu'un qui s'attendait à une réponse différente. Ton entreprise marche bien, a-t-elle dit. Ce n'était pas un compliment. C'était une recalibration. C'est ce que je dis depuis un moment, lui ai-je répondu. Elle est restée silencieuse un instant. Alors, la procédure de divorce va prendre plus de temps que je ne le pensais. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je dit. Ce que Nora m'avait dit cette même semaine, c'est que le contrat de mariage que Beverly avait signé avant notre mariage, celui qu'elle avait accepté d'un geste de la main et d'un commentaire sur la façon dont les avocats rendaient tout compliqué, contenait une clause de faute financière.
Des comptes personnels non divulgués financés par des actifs communs redirigés se qualifiaient de faute financière. Nora avait 3 ans de transfert documenté et 4 mois de relevé de courtage. L'avocat de Beverly avait trouvé le contrat de mariage. L'avocat de Beverly était devenu silencieux. La semaine avant la clôture d'Ardenville, je suis allé dans le Vermont pour voir Raymond une dernière fois. Nous nous sommes assis sur son porche avec du café et le froid d'octobre et nous avons passé en revue la séquence finale ensemble. La mécanique de la clôture, la structure d'intégration, les notifications au conseil d'administration, le matin spécifique où Beverly entrerait dans son immeuble de bureau sans savoir encore que l'entreprise pour laquelle elle travaillait avait un nouveau propriétaire. Tu as pensé à ce que tu vas dire quand elle comprendra, a demandé Raymond. Je ne vais pas dire grand-chose, lui ai-je répondu. C'est tout l'intérêt depuis le début. Raymond a hoché la tête. Ton père aurait aimé ça, a-t-il dit. C'était la seule chose personnelle qu'il ait dite de tout l'après-midi. Sur le chemin du retour vers Burlington, j'ai appelé Ryan. Il était entre 2 cours, déjeunant au foyer des étudiants, et a décroché à la 2e sonnerie. Salut, papa. Quoi de neuf? Je prends juste des nouvelles, ai-je dit. Comment se passent les partiels? Je survis, a-t-il dit. À peine. Une pause. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air je ne sais pas apaisé. Oui, ai-je dit. Je crois que je le suis. Maman m'a appelé la semaine dernière, a-t-il dit. Elle a dit que le divorce se compliquait. C'est le cas, ai-je dit honnêtement. Elle a dit que c'était à cause de tes affaires. J'ai choisi mes prochains mots avec soin. Ryan, dans les 2 prochaines semaines, certaines choses vont devenir claires. Je ne vais pas te demander de prendre parti, mais j'ai besoin que tu aies confiance que j'ai géré tout cela comme il le fallait. Une pause. Plus longue que je ne l'attendais. Puis, j'ai toujours eu confiance en ça, papa. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'à Burlington sans la radio. La salle du conseil d'administration se trouvait au 41e étage du siège de l'ERI à Nashville. Des vitres du sol au plafond, une longue table en chêne foncé, le genre de pièce conçue pour communiquer l'autorité à quiconque s'y asseyait. Beverly est entrée à 9h22, 8 minutes après l'heure prévue de la réunion. Je connaissais l'heure parce que Raymond avait quelqu'un dans le hall avec une ligne de vue sur les ascenseurs. J'étais déjà assis à l'extrémité de la table quand elle est entrée. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle balayait la pièce du regard, les visages inconnus, l'absence de la place habituelle de son directeur financier en bout de table, les 2 représentants des RH debout contre le mur comme des sentinelles. Ses yeux sont passés devant l'équipe juridique d'Ardenville, devant les 2 membres du conseil qu'elle reconnaissait mais qui n'établissaient pas de contact visuel, et se sont posés une demi-seconde sur Don Harriman, qui regardait son bloc-notes et n'a pas levé les yeux. Puis elle m'a vu. J'ai observé la séquence se dérouler sur son visage. D'abord la confusion, son cerveau effectuant une vérification. Pourquoi Paul est-il ici? Puis le début d'une explication se formant, quelque chose de rationnel, quelque chose qui avait encore du sens dans le monde qu'elle comprenait. Puis l'explication échouant, puis toute autre chose. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas souri. J'ai ouvert le dossier devant moi et j'ai dit à la salle, commençons. Nous avons beaucoup de terrain à couvrir. La voix de Beverly est sortie contrôlée, ce qui m'a dit qu'elle faisait plus d'efforts qu'il n'y paraissait. Paul, qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion de transition, ai-je dit. À compter de ce matin, Ardenville Partners détient une participation majoritaire dans l'ERI Beauty Group par le biais de l'acquisition de sa société mère, Parallax Capital. Je suis le directeur d'Ardenville. Le directeur financier, assis à 2 chaises de Beverly, a brièvement fermé les yeux. Ce n'est pas, a commencé Beverly. Elle s'est arrêtée. Tu ne peux pas simplement, elle s'est arrêtée à nouveau. Je l'ai regardée fixement. La documentation est devant vous. L'équipe juridique détaillera la structure de la transition. Votre rôle reste intact jusqu'à la fin du 4e trimestre, avec une évaluation des performances au début du nouveau cycle. Tu as construit ça pour te venger de moi, a-t-elle dit. Sa voix avait baissé, pas jusqu'à un murmure, mais au registre que les gens utilisent quand ils veulent que la pièce prétende ne pas avoir entendu quelque chose. J'ai soutenu son regard. J'ai construit ça parce que je sais comment construire des choses, Beverly. C'est ce que j'ai fait pendant tout le temps où tu disais aux gens que je ne pouvais pas payer les factures. La pièce était silencieuse,
de la manière dont les pièces le deviennent quand tout le monde a cessé de respirer au même moment. Beverly s'est assise, non pas parce qu'elle l'a décidé, mais parce que ses jambes ont pris la décision pour elle. Don Harriman, à son crédit, a gardé les yeux sur son bloc-notes. Je me suis tourné vers l'équipe juridique d'Ardenville. Commençons par le calendrier d'intégration. Et nous avons commencé. L'enveloppe était sur le bureau de Beverly quand elle est revenue de la salle du conseil. Papier cartonné couleur crème, épais. Son nom écrit en lettres capitales propres. Pas de titre, juste son nom. Le logo en relief dans le coin supérieur gauche appartenait à Ardenville Partners. Elle m'a dit plus tard, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle était restée dans l'embrasure de son propre bureau pendant près d'une minute avant de pouvoir se résoudre à la prendre. Je n'étais pas là pour cette partie. Je l'ai appris de seconde main. De la manière dont on apprend les choses qui se passent de l'autre côté d'un mur que l'on a construit. À l'intérieur. Une lettre de réaffectation officielle. Un avenant de confidentialité standard pour les transitions de propriété. Et un post-it jaune de mon écriture avec 4 mots. Plus si petite maintenant. La réaffectation la faisait passer de vice-présidente senior du développement produit mondial à conseillère stratégique pour les marchés nord-américains. Même salaire jusqu'à la fin de l'année, rapportant directement au nouveau directeur de la technologie, un rôle que j'allais remplir pendant la période de transition. Son avocat a appelé Nora dans les 2 heures. La conversation, selon le récit de Nora, a été bruyante d'un côté et très calme de l'autre. La procédure de divorce a changé cette même semaine. L'équipe juridique de Beverly avait enfin lu intégralement le contrat de mariage, et ce qu'ils avaient trouvé à la section 14 avait apparemment nécessité une longue conversation interne avant que quiconque ne soit disposé à en discuter directement avec Beverly. La clause de faute financière était sans ambiguïté. 3 ans de redirection d'actifs documentés vers un compte personnel correspondait parfaitement à sa définition. Nora m'a dit que l'avocat de Beverly avait demandé une conférence de règlement plutôt que de continuer à plaider une phase de découverte. C'est ce que les gens font, a dit Nora, quand ils réalisent que les calculs ne jouent plus en leur faveur. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence un mercredi après-midi. Beverly, son avocat, moi, Nora. Beverly était composée, de la manière particulière de quelqu'un qui a accepté un résultat qui la met toujours en colère. Elle était assise droite, les mains croisées, et regardait la table plutôt que moi pendant la majeure partie de la réunion. À un moment donné, son avocat a soulevé la question de l'acquisition d'Ardenville, si la structure de l'entreprise constituait un bien matrimonial sujet à division. Nora a laissé la question se terminer, puis a ouvert un classeur. La structure de capitalisation de Chain 5, a-t-elle expliqué, était antérieure de 4 ans à tous les fonds communs redirigés. Le véhicule Ardenville avait été entièrement financé par les revenus d'exploitation de Chain 5 et un compte d'investissement personnel qui avait été maintenu séparément et déclaré en totalité dans l'annexe financière du contrat de mariage initial. Il n'y avait rien à diviser. Beverly a levé les yeux, puis m'a regardé directement pour la première fois de l'après-midi. J'ai soutenu son regard et je n'ai rien dit. Son avocat a demandé une brève suspension. Nous avons trouvé un accord 3 semaines plus tard. Beverly a gardé la maison. Elle la voulait, et je n'avais aucun intérêt à me battre pour de l'immobilier. Elle a reçu une pension alimentaire équitable pendant 3 ans. Le compte personnel qu'elle avait discrètement constitué a été traité comme un bien matrimonial en vertu de la clause de faute, réintégré dans le calcul du règlement, et a effectivement neutralisé entièrement son levier de négociation. Elle a gardé son poste chez Lery jusqu'à la fin du T4, comme promis. Elle a été professionnelle à ce sujet, pour autant que je puisse en juger. Son équipe la respectait. La transition, sur le plan opérationnel, s'est déroulée sans heurts. Ryan est rentré pour Thanksgiving cette année-là. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine de mon nouvel appartement, un 2 pièces propre et sobre près du Gulch que j'avais meublé avec exactement ce dont j'avais besoin et rien de plus. Nous avons mangé des plats à emporter d'un endroit qu'il aimait sur la 12e avenue et nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée de Chain 5, de ses cours, de ce qu'il voulait faire après son diplôme, des années qui venaient de passer. À un moment donné, il a dit, « Avant, je pensais que tu la laissais simplement gagner. » « Je sais, ai-je dit. »« Je comprends maintenant, » a-t-il dit. Je nous ai resservi du café et je n'ai pas eu besoin d'ajouter quoi que ce soit à cela. La semaine après Thanksgiving, Nora a appelé pour confirmer que tous les documents de règlement avaient été signés. Propre, complet, final,
a-t-elle dit de la manière dont elle disait la plupart des choses, sans cérémonie, parce que le travail parlait de lui-même. Ce même après-midi, Victor Crane m'a envoyé un SMS. Un verre quand tu seras prêt. Tu me dois une bonne bouteille. J'ai répondu, dis-moi où. Je me suis assis à mon bureau dans les locaux de Chaîne 5 par la suite et j'ai regardé par la fenêtre la skyline de Nashville, qui devenait dorée en fin d'après-midi. Le revenu annuel récurrent de l'entreprise avait franchi un cap que j'avais cessé de prédire à voix haute il y a 2 ans. 3 nouveaux contrats d'entreprise étaient en phase finale d'examen. Le portefeuille d'Ardenville générait exactement les rendements que le modèle avait projetés. J'ai pensé à Beverly à cette fête d'anniversaire. La coupe de champagne, le clin d'œil. Ça ne paiera pas nos factures, mais bon, on le laisse rêver. Je n'ai jamais eu besoin de sa permission pour rêver. J'avais juste besoin de temps pour construire. L'événement de presse a eu lieu un jeudi matin de décembre dans l'atrium du rez-de-chaussée du siège de l'ERI à Nashville, un espace propre et moderne que l'équipe de communication avait décoré avec un éclairage doux et des supports de marque de bon goût. Environ 60 personnes, membres du conseil d'administration, chefs de département, une poignée de journalistes spécialisés, quelques investisseurs qui avaient été discrètement liés à la transition. Nora était là. Elle se tenait près du fond dans un blazer anthracite, un café à la main, observant avec l'attention calme de quelqu'un qui comprenait tout ce qui avait mené à ce moment. Nous avions franchi une ligne professionnelle au cours des 2 derniers mois. Rien de dramatique, rien de précipité. Un dîner, 2 fois. Une longue conversation dans un bar sur le toit du Gulch où elle m'a parlé de son propre divorce il y a 4 ans. Et je l'avais écouté comme elle m'avait écouté. Quelque chose d'honnête et de sang avait pris racine, et j'ai décidé de le laisser grandir à son propre rythme. Beverly était présente aussi. Elle se tenait avec son équipe près du côté gauche de la salle, composée et professionnelle. Nous avions été courtois tout au long de la transition, plus que courtois, en fait. Il n'y a pas eu de drame au bureau, pas de démonstration publique de ce qu'avait été la réalité privée. Elle était bonne dans son travail, elle a continué à le faire, et je respectais cela. Le président du conseil d'administration a ouvert les discours officiels et a présenté à la salle le calendrier de la transition. Quand il m'a présenté comme le directeur d'Ardenville Partners et le président exécutif entrant de l'entité mère, je me suis approché du podium et j'ai dit ce qui devait être dit. Propre, bref, axé sur l'avenir de l'entreprise et le travail de l'équipe. Je n'ai pas regardé Beverly pendant tout ce temps. Après, dans le couloir à l'extérieur de l'atrium, une journaliste d'un journal économique de Nashville m'a attrapé pour un commentaire. Elle a posé les questions habituelles, stratégie, vision, ce qui m'avait attiré dans cette acquisition particulière. Je lui ai donné les réponses habituelles, parce que la vraie réponse n'était pas pour elle. Quelqu'un d'autre, un membre du conseil dont je tairai le nom, s'est penché alors que la journaliste s'éloignait et a dit à voix basse, avec un léger sourire, est-ce que quelque chose de tout cela était personnel ? J'ai boutonné ma veste et j'y ai réfléchi honnêtement un moment. C'était personnel au début, ai-je dit. C'est devenu professionnel. C'est comme ça que les meilleures affaires se passent généralement. Il a ri et est passé à autre chose. Ryan a appelé ce soir-là de Vanderbilt, ayant vu la couverture de la presse spécialisée. Papa, a-t-il dit, c'est partout sur les fils d'actualité économique. Je sais, ai-je dit. Comment te sens-tu ? J'étais debout à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville comme je les avais regardées depuis la fenêtre d'une voiture il y a 2 ans, la nuit de l'anniversaire de Beverly, quand tout allait mal et que je savais exactement ce que je devais faire à ce sujet. Je me sens moi-même, ai-je dit. Probablement pour la première fois depuis longtemps. Ryan est resté silencieux un moment. Puis, bien. C'est ce que je voulais entendre. Nous avons parlé pendant encore 40 minutes de son emploi du temps final, de s'il voulait faire un stage d'été chez Chaîne 5, de ce que nous ferions pour Noël. Des choses normales, de bonnes choses. Le genre de conversation qu'un père et un fils ont quand le poids qui pesait entre eux depuis des années a finalement été enlevé. Après avoir raccroché, je me suis versé un petit verre de bourbon, je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai laissé le calme s'installer. J'ai pensé à Raymond sur son Porsche dans le Vermont, un bloc-notes à la main, le froid d'octobre autour de nous, disant « Ton père aurait aimé ça ». J'ai pensé à Victor repérant une Camry grise sur un parking de Brentwood et ne disant rien jusqu'à ce que nous soyons dehors. J'ai pensé à Ethan Bowman mangeant un sandwich et disant « La colère gaspille de l'énergie. La précision obtient des résultats ».
J'ai pensé à la fête d'anniversaire, au champagne, au clin d'œil, aux 40 invités et à une blague qui n'en était pas une. Et puis j'ai laissé tomber, parce que cette partie était terminée. L'entreprise tournait. Le règlement était signé. L'appartement était à moi. Mon fils était fier de moi d'une manière qu'il n'avait pas besoin de dire à voix haute, parce que je pouvais l'entendre chaque fois qu'il appelait. Certains hommes construisent des choses pour prouver quelque chose. J'avais construit celle-ci parce que je savais comment faire. Parce que le travail lui-même avait toujours été une raison suffisante. Le message était simplement passé de lui-même en cours de route. J'ai fini le bourbon, rincé le verre, suis allé me coucher. Demain, il y avait du travail à faire. Et j'étais exactement la bonne personne pour le faire.